Bonjour Joël, comment vas-tu? Bonjour Henri, ça va, merci et toi? Super, super. Déjà, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi par Moi. rapport à plein de sujets qui sont super intéressants et d'apporter ton œil d'expert, en tout cas sur le côté data, sur le côté IA, et on verra comment ça se passe les choses aujourd'hui. Euh, Avec plaisir. Pardon? Avec plaisir, écoute. Avec plaisir. Écoute, je voulais préparer une introduction, mais je commence à avoir l'habitude de laisser la personne qui est en face de moi se présenter. En arrivant sur ton profil, ça sort directement que tu es fondateur et dirigeant de 3 entreprises. Donc, je ne savais pas d'où démarrer. Donc, la première question, c'est comment tu aimes qu'on te présente? En toute humilité, j'aime bien qu'on me présente en tant que Yoel, tout simplement. Ok. Et accessoirement, en dehors de cela, donc, je suis le cofondateur de Data Scientist, et CEO d'ailleurs, de Data Scientist, qui aujourd'hui est le leader en France et notamment en Europe dans la formation data science. Donc, on en discutera un peu plus longuement, mais il faut imaginer qu'historiquement, on avait commencé avec le marché du B2B. Et puis rapidement, on s'est déployé vers le monde du particulier, donc le B2C. Et c'est vrai que c'est deux stratégies complètement différentes. Et je vous raconterai cela un peu plus longuement tout à l'heure. Déjà, je voulais démarrer par ça. J'ai remarqué que vous avez signé un partenariat avec la Sorbonne en septembre, si je ne me trompe pas. Donc, déjà, félicitations en premier lieu. Et comment vous l'avez décroché et ça représente quoi exactement? Alors écoute, effectivement, donc on va dire que c'est le fruit quand même d'un très très long travail. Ça met Ouais. bien 2 ans quand même pour commencer à travailler avec la Sorbonne. Donc on a mis en place des premiers deals sur des actions de formation pour des clients bien particuliers. Donc typiquement, c'était pour des groupes comme le Crédit Agricole ou pour Safran. Ok. Et puis, suite au succès rencontré des différents partenariats, effectivement, on avait appris entre-temps à nous connaître, à travailler ensemble. Et puis, ils ont pu auditer tout au long des différentes actions la qualité de la formation. Et une fois qu'ils ont pu attester de cette qualité, eh bien, ils ont jugé pertinent de complètement abandonner leurs actions de formation continue pour s'adosser justement sur un organisme comme Data Scientist. Wow. Effectivement, ils ont constaté que Data Scientist, nous étions déjà présents dans plus de 30 groupes du CAC 40 et que Ok. on avait une réelle force de frappe et une réelle capacité à pouvoir donc nous déployer tant dans le monde de l'entreprise que dans le particulier. Donc aujourd'hui, dans le master ou dans ce que font à la Sorbonne, il y a un parcours où Data Scientist vous accompagnez la Sorbonne et où, enfin, les profs de la Sorbonne à implémenter, à faire les tests, à donner les cours en fait. C'est bien ça? Alors concrètement, donc faut imaginer que ce partenariat aujourd'hui, euh, ce partenariat a permis de mettre en place différentes actions. Alors Ok. déjà, avant toute chose, aujourd'hui, les personnes qui viennent s'inscrire dans nos bootcamps ou bien nos formations continues, eh bien, à l'issue de leur formation, sont co-certifiées par la Sorbonne, donc ils reçoivent des Oui. certifications data scientist, data analyst, data ingénieur. À savoir également que depuis, on a également mis en place maintenant un diplôme universitaire avec la Sorbonne, donc un Master 2, qui est complètement desservi en distanciel via Data Scientist. Et puis enfin, en dehors de cela, côté Sorbonne, eh bien, il y a bon nombre de masters qui profitent actuellement de nos cours. Et donc, parfois même jusqu'à plus d'une dizaine d'UE Oui. qui est complètement validé via nos dispositifs de formation. Et c'est vrai que ça c'est intéressant parce que au départ, on n'avait pas prévu que côté Sorbonne, ils avaient également besoin de nos ressources. Et puis, la crise du Covid, Et que, ouais. et puis ensuite, ils nous ont appelés en catastrophe. Et rapidement, on a su trouver des solutions et proposer ensuite les bons cours. Et Ouais. donc, c'est principalement pour des cours de Master 2, que ce soit des Master 2 professionnels ou de recherche. Magnifique ça. 2 ans de travail pour aboutir, mais vous avez très bien atterri, quoi. Enfin, donc, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Ce que j'ai pu remarquer sur ton LinkedIn aussi, c'est que, enfin, je l'ai dit au tout début, c'est pas ta première expérience entrepreneuriale, tu as déjà fondé 2 autres entreprises que de Data Scientist, mais qu'ils ont un dénominateur commun, on va dire que c'est pratiquement la data. Donc, comment tu es entré dans le secteur, comment tu as connu, enfin, peut-être depuis tout jeune, comment tu as connu tout ça, enfin, si on recule 10-15 ans en arrière, c'était à quel moment tu t'es dit, bah, je veux m'orienter vers la data, c'est le monde du futur, etc.
Effectivement, donc une très très bonne question. Alors, il faut imaginer qu'il y a maintenant quand même une bonne douzaine d'années de cela. Donc, après mon bac, j'ai décidé dessus donc une licence de maths à Dauphine. Ok, Et d'ailleurs une licence de maths au cours de laquelle j'ai rencontré Benjamin et Charles, mes deux associés, mes deux comparses avec lesquels j'ai lancé l'aventure. J'avais décidé de lancer une aventure quelques années après. Et effectivement, donc même si on s'était perdu de vue, puisqu'ensuite Charles avait poursuivi à l'école polytechnique, Benjamin à Dauphine, et moi ensuite en master à l'école des mines de Paris, eh bien, on a décidé à l'origine de créer un cabinet de conseil dans la data science. Effectivement, ok, chacun de nous avait déjà eu une belle expérience suite à ses études. Et donc, ok, typiquement, moi, j'avais fait chez Amazon, ou bien dans le conseil, pareil pour Charles et également pour Benjamin. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, bah, finalement, aujourd'hui, voilà, au départ, je vais pas te mentir, c'était du pur opportunisme, dans le sens où on s'est ouais, dit, effectivement, aujourd'hui, la data, les cabinets de conseil sont tellement peu préparés à cette révolution qu'on aurait peut-être intérêt à créer un cabinet de conseil dédié à la data. ok, Et puis rapidement, donc, on a décidé donc, de nous lancer dans la création d'un cabinet de conseil en data qui s'appelle YBC Data. Pas très original comme nom, je l'avoue. Et ensuite, rapidement, on s'est aperçu que concrètement, certes, on était de très bons experts dans la data, mais que finalement, on manquait vraiment de connaissances métiers. C'est-à-dire que finalement, d'une mission à une autre, il fallait avant tout avoir une connaissance métier, sinon le ROI n'était pas au rendez-vous. On a beau être en data scientist avec de super études théoriques, avec le bon cursus initial, il n'empêche que si on n'a pas une certaine connaissance métier, au final, tous nos projets échoueront. Du coup, on ok, avait tout intérêt à avoir une certaine expérience. Et au final, du coup, on s'apercevait que d'un autre côté, les personnes que l'on assistait lors de nos missions de conseil, eh bien, avaient un bon background théorique, oui, avaient également, parce que pour la plupart, ils avaient comme nous suivi une licence de maths à l'origine, et puis ensuite un master de maths quantitative ou bien d'analyse risque ou autre. Et finalement, ces personnes-là, elles, peut-être qu'elles étaient plutôt en capacité de monter en compétences et mettre en valeur leurs connaissances métiers au travers du filtre data. Et donc, on s'est dit, bah, peut-être on aurait intérêt à abandonner nos activités de conseil pour justement nous focus dans la formation. Et ce constat, on ne l'avait pas fait tout seul. À l'origine, il y avait un homme derrière tout cela, c'était le directeur data de Covea, donc le groupe assurantiel composé des marques MAF, MMA et GMF, donc Baptiste Baume. Et puis en discutant avec Baptiste, on s'est dit finalement, bon, bah, peut-être que tes gars, tu aurais intérêt à les faire monter en compétences plutôt que continuer à acheter, à louer les services de consultants souvent assez exorbitants et puis surtout qui ont du mal à délivrer parce que finalement, quand même, ils ont le niveau de technicité, ils n'ont pas la connaissance métier, ils n'ont pas la connaissance des problématiques, des systèmes d'information et autres. oui. Et on s'est dit, bah, finalement, on aurait peut-être intérêt à lancer un organisme de formation dédié à la data et c'est comme ça qu'ensuite est venue l'idée de créer Data Scientist. Du coup, au début, si je comprends bien, enfin, on en parlait au tout début, c'était du B2B, du coup, enfin, d'où la naissance de cette idée. Je parle d'amener toujours un service à des entreprises pour apprendre ou pour former leurs collaborateurs aux data. Donc, mais aujourd'hui, vous avez transformé ça en B2C. Depuis, on a également ouvert ça au B2C. Ok, C'est-à-dire qu'on avait quand même une belle croissance organique de presque 100% par an au cours des deux magnifique. années. Et puis, on s'est dit, bon, bah, si on veut vraiment commencer à scaler, on aurait peut-être intérêt à également ouvrir nos formations en B2C. Et Ok, donc, c'est comme cela qu'on a ensuite complètement, on va dire, recruté tout un nouveau pan de l'entreprise, puisqu'on est passé d'une douzaine de salariés en début d'année à aujourd'hui ok. presque 40. Et donc, on a dû rapidement scaler et mettre en place donc, tous nos cursus pour les particuliers. Parfait. Et du coup, tu es toujours avec Benjamin et Charles comme associés. C'est une question qui me vient en Effectivement, tête. il est toujours super bien. C'est Ok, vrai que si j'avais un conseil à donner aux potentiels futurs entrepreneurs, il ouais, faut essayer de bien les associer. Et certes, c'est sûr qu'on parle souvent de complémentarité, d'hybridation de profils, etc. Mais il n'empêche qu'avant tout, il faut quand même que ce soit des gens de confiance. Et si vous avez l'occasion de les connaître avant, notamment avec une relation amicale, eh bien, ouais. Ce sera le quand top, bien même, ça. C'est l'idéal. voilà, quand bien même vous auriez peut-être
des compétences assez similaires. Il n'empêche qu'au final, je dirais qu'en top priorité, il y a peut-être le fait de se connaître et le fait de se faire confiance mutuellement. Ouais, oui, oui. Tu as répondu à plusieurs des questions que j'avais prévues. Donc, j'enchaîne sur quelques-unes qui me restent, qui me viennent à l'esprit. Si tu dois me pitcher data scientist, pardon, en quelques mots, en 1 minute, disons, que ce soit pour je sais pas, un investisseur ou aujourd'hui pour quelqu'un qui cherche une formation en data, comment tu feras? Très bien. Alors déjà, avant de pitcher, je me permettrai de te dire qu'effectivement, on n'est pas aujourd'hui à la recherche d'un investisseur. C'est vrai qu'on a une Ok, croissance organique assez importante. Et puis, on a la BPI qui nous accompagne très bien. nickel Et ça. du coup, on préfère, lorsqu'on a vraiment besoin de sous, on préfère, on va dire, contracter davantage de dettes plutôt que Ouais. préparer les investisseurs. Pour nous, c'est vraiment très Mais même la important. banque, on a besoin de pitcher. Hein. Ouais, même pour la banque, même pour la BPI d'ailleurs, hein, tu as bien raison. Voilà, il n'empêche que voilà, s'il y avait un particulier demain qui chercherait une formation, ce que je me permettrais de lui dire, c'est que Data Scientist, aujourd'hui, on est vraiment leader en France et en Europe sur la formation Data Science, à la fois dans le secteur B2B et dans le secteur B2C. Qu'à l'origine, effectivement, tous nos cursus ont été co-construits avec la plupart des grands groupes du CAC 40 et qu'aujourd'hui, nous font confiance non seulement dans le cadre de la formation, mais également dans le cadre du recrutement de leur profil data. Okay. Et du coup, ils auraient tout intérêt à suivre nos formations qui, d'ailleurs, ont une reconnaissance en dehors de la reconnaissance d'entreprise, une reconnaissance académique avec donc une certification de la santé. Voilà. Vous Après, proposez une voilà, embauche. Ouais, pardon. hein, Vous proposez une embauche pour la formation, enfin, soi-disant en B2C. Si demain je m'inscris pour une formation en data, est-ce que vous proposez une embauche ou une potentielle embauche avec l'un de vos clients présents que vous me dites, vous parlez de recrutement, enfin, tu me parles, sinon. C'est inclus ou ça dépend des cas, comment ça se passe les choses? alors, très intéressant. Alors, il faut imaginer qu'avant la crise du Covid, effectivement, donc, il y avait un emploi qui était garanti. On était à presque 95% de nos apprenants qui trouvaient un emploi à l'issue. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux trouvaient un emploi en amont de la formation, notamment au travers d'un dispositif qui s'appelle la POI. Et là, ensuite, suite à la crise, effectivement, les entreprises, en tout cas, n'étaient pas capables tout de suite de se projeter sur des recrutements et d'investir en tout cas dans des recrutements. Et du coup, ce que l'on a décidé de faire, c'est mettre en place des ateliers webinaires qui permettraient une mise en relation, qui favoriseraient la mise en relation entre chacun des grands groupes et chacun des grands groupes clients et nos apprenants, nos alumni. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont recrutés par ces grands groupes. Comme je le disais dans le petit minutes, c'est qu'également, le monde Data Scientist vient également du fait qu'en dehors de la formation, on a également un petit produit annexe de skills assessment. Aujourd'hui, beaucoup de grands groupes, mais également d'entreprises prestigieuses comme le BCG ou autres, recrutent également leur profil data au travers de nos tests de recrutement. Et donc, en suivant une formation, ils auront donc ensuite, ils maximiseront leur chance ensuite de trouver un emploi derrière, notamment grâce à notre réseau, mais également grâce aux tests de recrutement qui passeront ensuite, et effectivement qui ont été co-construits et qui suivent, on va dire, à la même cohérence pédagogique entre la formation et les différents tests. Okay. Ce que je peux te dire maintenant, en dehors de cela, c'est que voilà, il y a 2 semaines et demie, on a animé un webinaire avec le ministère, les différents directeurs data du ministère des Statistiques. Okay. Demain, il y a Safran qui est présent. Dans 2 semaines, il y a la banque privée. Dans un mois, il y a Michelin. Et ainsi de suite. Voilà. Chaque 2 semaines, il y a un grand groupe du CAC 40, le directeur data d'un des groupes du CAC 40 qui vient présenter justement les opportunités data et les problématiques auxquelles donc, les différents opérateurs data ou les data jobs sont confrontés. Ouais. Et justement, si je m'adresse à Yoel, l'entrepreneur hors data scientist aujourd'hui qui a l'expertise dans ce monde, quels sont les enjeux aujourd'hui dans ce domaine en fait? Disons les entreprises qui viennent, dont tu viens de citer, que ce soit Safran ou d'autres, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce qu'on attend dans le futur dans cet environnement-là? Très bien. Alors concrètement, je dirais qu'il y a énormément d'enjeux. Alors, je n'avais pas forcément préparé la question, mais je me permettrai de parler peut-être d'un enjeu, ou du moins
d'un obstacle technique auquel sont confrontés de manière générale les grands groupes, c'est qu'effectivement, d'un point de vue organisationnel, les grands Ok. groupes sont souvent silotés entre les métiers et puis la RH, et puis ensuite l'IT. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'on souhaite mettre en place des actions data ou des projets data de grande envergure, bon, ben, à minima, ces trois entités dont j'ai présenté, enfin, Ouais. énormément, mais peut-être les Des fois, RH, il y a les plus. métiers, Ouais. doivent justement travailler main dans la main. Les RH, justement, pour s'assurer de pouvoir, on va dire, diffuser les connaissances à tous les opérateurs. Alors, tout le monde ne va pas devenir data scientist, data ingénieur, Bien sûr. bien sûr. Mais en tout cas, tout le monde devrait être à minima conscient parce que peut-être qu'au final, c'est l'opérateur lambda qui devra peut-être bien, bien inscrire les données, bien normer peut-être ces données, qui va Ok. justement travailler dans l'acquisition de la donnée. Ça peut être l'opérateur de guichet en banque qui doit justement bien les saisir pour qu'ensuite elles soient analysées, etc. En Donc, tout cas, tout le monde doit être, sensibiliser les utilisateurs en soi. tout le monde doit être sensibilisé parce qu'au final, tout le monde est un membre de la chaîne. Donc, il y a déjà ce Ok. travail des RH qui doit s'assurer depuis la sensibilisation jusqu'à la veille technologique pour les profils data les plus experts. Il y a effectivement les métiers qui doivent ensuite mettre à profit leurs connaissances data euh, pour, pour ensuite commencer à migrer d'outils propriétaires vers des outils open source, à migrer d'analyses statistiques classiques à des analyses prédictives Ouais. plus poussées et qui permettent de profiter des apports de data science. Et puis ensuite, il y a l'IT qui doit justement ensuite récupérer ces projets data pour ensuite faire en sorte de pouvoir les passer en production. Parce Ok. qu'effectivement, passer en production un projet data, c'est pas simple. Et souvent, dès la conception, eh bien, le data scientist ou le ML engineer, bref, peu importe le métier, doit justement penser et se soucier des problématiques de mise en production et de la Ouais. conception du produit. Donc, effectivement, c'est trois mondes à part entière qui doivent travailler main dans la main. Et au final, toutes les briques sont importantes. Et je pense que c'est le réel défi auquel sont confrontés donc, les grands groupes actuellement. Ok. Maintenant, en dehors de cela, il y a tout type de problématiques. Bien sûr. Des enjeux éthiques. La Est-ce que RGPD, enfin, c'est l'une des questions qui allait suivre, mais où est-ce qu'on est par rapport à la RGPD, l'utilisation des données personnelles, c'est un enjeu quand même classique dans le monde du data, on est d'accord? effectivement. Alors moi, je pense qu'effectivement, donc il y a de cela donc un peu plus d'un an et demi, enfin presque un an et demi maintenant. Ouais. Je dirais qu'il y a un an et demi, autant il y a un an et demi, les entreprises n'étaient pas vraiment prêtes face justement aux différentes réformes de la CNIL. Ok. Et puis aujourd'hui, n'était pas forcément tout au niveau, mais maintenant, je dirais que la France est même un très très bon élève comparé à ce que l'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis ou autres. Les entreprises françaises aujourd'hui sont très sensibles face à ces sujets-là. Ok. Et quel que soit, on va dire, les différents pans de la RGPD, que ce soit le niveau sécuritaire sur lesquels on a pu voir pendant la crise du Covid, eh bien, faut pas justement chercher à faire des économies lorsqu'il en va de la sécurité de données. Hmm. Euh, Lorsqu'il y a également, on va dire, d'un point de vue partage et transparence vis-à-vis du client final, Ouais. eh bien aujourd'hui, je dirais que toutes les entreprises françaises, quasiment en tout cas de grands noms, sont déjà aux normes. Et donc je dirais tout de même que la France est un très très bon élève et a su rapidement se plier aux normes RGPD. Top. Maintenant, en dehors de cela, je pense que là où effectivement il y a des questions un peu plus difficiles qui ont été posées suite aux différentes réformes RGPD, Ouais. c'est au niveau de l'interprétabilité l'interprétabilité des modèles. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de modèles sont en production sans pour autant être en capacité d'être bien interprétés en cas de contrôle. Donc déjà, il y a un vrai souci là-dessus. Aujourd'hui, principalement, lorsque ces modèles ne sont pas que des outils d'aide à la décision, mais lorsqu'il s'agit quasiment de modèles qui visent ensuite à automatiser des prises de décision, là, je pense qu'il y a un réel sujet. Et c'est pas évident, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de grands groupes sont, alors je trouve pas forcément le mot, mais on va dire, sont tentés
sont tentés d'accepter, on va dire, une sorte d'effet boîte noire lorsqu'on parle de packages comme l'AutoML ou bien d'outils click bref, je pense qu'on a beaucoup que cette séquence, c'était un peu tendu. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de grands groupes qui ont un réel défi en termes d'interprétabilité des modèles qui passent en production, parce que finalement, ils choisissent soit des outils très faciles d'accès comme Dataiku, ou bien des packages très aidés comme l'AutoML, qui justement permettent de rapidement mettre en place des modèles optimaux, ou du moins déjà avec des solutions très pertinentes, et finalement ne permettent pas de faciliter la tâche d'interprétabilité des modèles. On va vraiment rentrer dans un effet boîte noire où on ne saurait plus ensuite quels sont les pans, quels sont les risques justement entrepris en décidant de mettre en place donc telle ou telle approche. Okay. Donc je dirais qu'il y a quand même un premier défi là-dessus. Donc d'un point de vue RGPD, attention à l'interprétabilité des modèles. Et puis second point, d'un point de vue RGPD, je dirais qu'il y a quand même, ou RGPD et éthique en général, il y a un réel souci aujourd'hui sur qu'est-ce que l'on va faire des profils dont les tâches seront automatisées, que ce soit dans la supply chain, que ce soit dans la finance ou autre, suite à la mise en production de pas mal de modèles. Donc là, il y a un réel souci lorsqu'on met en place de l'IA ou de la data science. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un risque éthique et des réels enjeux derrière? Oui, je vois. Écoute, sur un autre sujet, justement, je viens de mentionner l'IA, je commence à m'intéresser de plus en plus aux outils de no-code. Et je sais que ça devient de plus en plus performant et ça prend des parts dans le marché en plus. Est-ce que tu penses qu'on arrive à un stade où les métiers de l'IA ou les métiers de la data seront aussi du no-code dans le futur, soit dans 5-10 ans ou voire même plus? Est-ce qu'on arrivera à ce stade où ça reste, ces métiers, ça doit toujours dépendre d'une intelligence humaine qui doit être mise en place, soi-disant sur mesure, quoi? C'est une très très bonne question. Et voilà, justement, tout à l'heure, ce que je te disais, c'est que les risques du no-code, c'est qu'une personne, au final, il faut imaginer qu'une personne qui aurait potentiellement des difficultés à coder ou bien qui opterait pour des outils de no-code, à un moment donné, il y aurait un réel souci d'interprétabilité des modèles. Et je sais que ça paraît redondant d'en reparler. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde peut faire appel à des modèles d'IA et de data science en général, sans pour autant, mais voilà, le risque, c'est que généralement, les personnes qui font appel à ce type d'outils n'ont pas forcément le bon background théorique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, quand bien même ces outils seraient assistés et qu'au final, ces outils permettraient ensuite peut-être même de créer de manière générique, c'est des choses qui se font actuellement, une sorte de petit rapport d'interprétation du modèle utilisé. Cette personne ensuite n'est pas en capacité, d'un point de vue scientifique, de comprendre les différents choix qui ont été opérés par ces outils no-code, eh bien, il y a quand même un risque derrière, un risque qui n'est pas moindre, surtout s'il s'agit de sujets sensibles. Donc moi, ce que je pense, c'est que effectivement, le no-code, c'est très bien pour des premières analyses, mais in fine, il faut tout de même, c'est comme lorsqu'on va chez le médecin ou autre, on ne s'amuse pas lorsqu'il y a des données, sensibles, on ne s'amuse pas pareil lorsqu'il y a... très bon, très belle métaphore, ouais. On a Watson, par exemple, qui fait des super analyses pour cibler le traitement optimal pour une personne qui serait atteinte d'un cancer du poumon. Et pareil, on a des outils de no-code peut-être potentiellement qui pourraient proposer de super analyses, mais il faut un médecin ou bien il faut un data scientist à l'issue qui puisse à minima double-checker et assurer qu'il n'y ait pas de risque encouru suite à l'usage d'un tel outil. Donc, voilà, on va dire que c'est un regard quand même assez mitigé. Un oui, un peu grisé. Ça marche, entendu. Écoute, on en a parlé, on a mentionné 2-3 fois l'intelligence artificielle sans qu'on entre vraiment dans le cœur de ça. Aujourd'hui, selon ma compréhension de l'IA et de la data scientist, en tout cas en règle générale, c'est que l'IA, comment on traite aujourd'hui la data, c'est l'une des premières applications réelles qu'on commence à voir.
notamment dans le secteur de l'IA. Déjà, j'aimerais voir ton œil. Enfin, moi, je n'ai jamais travaillé dedans. Qu'est-ce que tu en penses de la relation entre ces deux domaines qui sont hyper connectés, ça je le sais, mais comment tu peux l'expliquer en quelque sorte à d'autres personnes? Effectivement. Alors, je dirais que, alors déjà, il faut imaginer que tout de même, la data, on va dire, c'est la base de tout, dans le sens où finalement, une IA est incapable d'apprendre quoi que ce soit et d'être utilisée dans quoi que ce soit, si effectivement, à la base, elle n'a pas été éduquée au travers de la data. Ouais. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, les deux domaines sont intrinsèquement liés. Ensuite, en dehors de cela, voilà, donc il faut imaginer que, on sait que ça va déplaire à certains, mais déjà, l'intelligence artificielle, très souvent, c'est un mot qui est utilisé de manière, on va dire, un peu trop banale, parce qu'au final, voilà, c'est-à-dire que c'est très souvent de la data science maquillée en intelligence artificielle. Il y a pas mal de mèmes sur le sujet que tu pourras trouver sur Reddit ou autre qui sont très très marrants. En fait, voilà, c'est un peu comme si on maquillait un peu la mariée, quoi. Concrètement, donc très souvent, derrière l'intelligence artificielle, il y a la data science, et très souvent, derrière la data science, il y a des statistiques. Donc, au final, pas imaginer, il est clair qu'il y a eu de très belles avancées technologiques et algorithmiques au cours des dernières années, mais il n'empêche que les fondements statistiques sont à la base de tout. Et donc, au départ, on a tout de même les stats, qui font partie intégrante aujourd'hui de la data science. Et l'un des pans de la data science aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est justement tous ces algos qui permettent au final aujourd'hui de créer des outils d'aide à la décision, des outils qui permettent ensuite d'assimiler et de reproduire, on va dire, des actions ou des décisions humaines. Et effectivement, ensuite, donc, il y a tout un tas de types de techno et de familles d'algorithmes qui sont employés pour y parvenir. Mais en tout cas, voilà, il faut imaginer que l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie intégrante de la data science et que l'intelligence artificielle tire, on va dire, toute son énergie de la data avant toute chose. Ok. Et tu penses qu'on va arriver à un stade où il y aura une intelligence artificielle plus forte ou plus performante qu'une intelligence humaine? Bon, c'est une question. C'est déjà le cas. Alors voilà, après, ce qui est assez impressionnant, c'est que ce qui est très impressionnant, c'est avant tout c'est le cerveau humain. Le cerveau humain, quand même, il reste assez. Alors, ça dépend à quel niveau est-ce qu'il est plus intelligent. Aujourd'hui, un humain est incapable de retenir pas, une suite de 5 ou 10 000 chiffres. Pour autant, un fichier Word peut faire l'affaire sans aucun problème. Maintenant, entre une intelligence artificielle et un humain, donc on va dire sur des opérations de data science. Alors autant sur certaines opérations, la data science surpasse et surclasse largement le cerveau humain, tandis que dans d'autres, voilà, il faut imaginer que le cerveau d'un enfant de 3 ans qui décide de classer les fruits de la même famille ou bien les fruits d'une même couleur ou autre, eh bien, ça demande quand même beaucoup de puissance de calcul et très souvent, l'humain peut faire les choses, voilà, par exemple, sur des problématiques de clustering ou autre. Parfois, un œil humain est parfois très très rapide. Donc, je dirais que les outils ne sont pas les mêmes, les puissances de calcul ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas évident de comparer les deux. Mais il n'empêche que sur l'énorme majorité des opérations, l'intelligence artificielle surclasse déjà très largement l'intelligence humaine. Quel que soit le jeu, que ce soit sur le jeu de Go, que ce soit sur le jeu en réalité, donc, que ce soit sur les échecs, ou quelle que soit l'opération en tout cas, l'intelligence artificielle aujourd'hui est en capacité, vu qu'on lui administre et qu'on lui injecte, on va dire, les bonnes datas, est capable sans aucun mal de surclasser donc, le cerveau humain. Donc, voilà. Après, ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'il y a certaines opérations élémentaires pour un homme et pour autant qui sont très difficiles pour une intelligence artificielle. Ok, c'est très intéressant comme point de vue. Je te remercie, c'était super ce point. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit attendre du coup des futures applications, que ce soit dans l'IA ou dans le data, enfin, à quoi ressemble le monde dans 5-10 ans quoi. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble Sois optimiste, hein. Soyez créatif. Déjà, mon très humble avis. Voilà, donc on s'attend déjà, on vit déjà dans un monde vraiment hyper connecté où aujourd'hui la moindre data
la moindre data est captée, est stockée, Ouais. analysée, et puis ensuite sert une nouvelle décision. Donc aujourd'hui, c'est assez incroyable de voir qu'au final, on profite aujourd'hui d'expériences d'achat cross-canal, qu'on aille dans une agence en physique ou qu'on aille sur un site, et bien tout cela est mesuré, tout cela ensuite est matché. Et puis ensuite, je pense qu'au final, moi j'ai plutôt un discours optimiste et qu'au final, par exemple, là je prenais l'exemple du digital et on va dire de l'essor permis par l'intelligence artificielle sur le retail. Je pense que justement, aujourd'hui, la data science et l'IA peuvent être un réel atout pour ce secteur-là, puisqu'effectivement, il suffit simplement on va dire, de rapidement mettre en place la bonne transfo data, la bonne transfo digitale, et puis ensuite de profiter justement des apports de l'IA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir du tout d'IA dans la nuit ou quoi que ce soit, mais au final, c'est à la portée aujourd'hui de tous les groupes, même de la PME, et qu'au final, pourvu qu'on soit capable de ne pas hésiter à se montrer disruptif et à ne pas hésiter à casser les normes et les habitudes, eh bien, je pense qu'on pourra vraiment faire de la data une réelle arme qui permettra à terme de faire du cost-cutting ou de booster son business sans aucun souci. Ouais. Et quelles sont du coup pour toi les entreprises qu'il faut regarder par rapport à ce sujet? Quelles sont les entreprises les plus innovantes? Est-ce que c'est Facebook, Google, comme on a l'impression que c'est eux qui avancent le plus rapidement sur le côté data et qui ont la plus de quantité, notamment de data à traiter? Ou à ton avis, ce sera plus les startups qui n'en ont pas encore entendu parler, etc., et qui développent des choses un peu différentes, une autre vision des choses. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? On ne va pas rentrer dans le débat vision de Zuckerberg, vs de Tesla, etc., sur on va dire les risques et justement la position adoptée face à l'IA, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il est certain que ces groupes-là font vraiment peur et qu'ils sont en capacité, grâce à toutes les datas amassées, de s'implanter avec succès dans n'importe quel secteur d'activité. Ce sont même des secteurs très traditionnalistes, très jusque-là difficiles d'accès, comme l'assurance, comme la banque, comme les télécoms. Aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont vraiment à la portée de tous ces groupes-là. Et donc, c'est vrai qu'il est certain que ça fait peur et que il est certain également que d'un point de vue autorité de la concurrence et autres, il va falloir un peu légiférer là-dessus. Donc, voilà, je ne suis pas forcément politicien ou économiste. Trop fort, j'ai jamais pensé à ça comme tu le dis comme ça en fait. Voilà, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, on voit je crois que c'est Amazon qui a fait un deal avec Aviva pour commencer à vendre des assurances. Aujourd'hui, de toutes les façons, Amazon aujourd'hui, ou n'importe quelle application des GAFA connaît parfaitement nos déplacements, c'est quels sont les moyens utilisés, c'est parfaitement même connaît en réalité tout de nous. Il suffit d'aller sur, je me souviens plus du lien, mais c'est juste à google.com/option ou autre. Tu verras que Google sait parfaitement de quelle religion on est, quelle est notre tranche d'âge. C'est évident parce est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est marié, Ouais. Quel type de musique on aime bien, quel type de film on aime bien. Ça fait complètement tout de nous. Et parfois même avant que nous-mêmes le savons, puisque une recherche sur des. Très souvent, d'ailleurs, moi je bossais chez Amazon, et Amazon, un des projets sur lesquels il bossait, c'était prédire, on va dire, avec un certain pourcentage, si une femme est actuellement enceinte ou pas. Tout simplement parce que lorsqu'elle va rechercher un certain type de produit, lorsqu'elle va faire un certain nombre de recherches, eh bien, on saurait qu'avec un certain pourcentage de chance, et compte tenu également d'apprentissage, on saurait avec un certain pourcentage de chance si la personne est enceinte ou non. Pareil, donc ça c'est une application quand même assez incroyable, mais sinon voilà, chez Amazon, ce que j'avais vu également assez incroyable, c'est que Amazon a décidé d'envoyer des colis vers Paris et de France avant justement que le client final passe commande. Parce qu'ils savent qu'avec une certaine avec une probabilité, eh bien, il y a minimum 10-15 produits de ce type-là qui sont dans tous les jours, et donc n'hésitez pas à les envoyer, à les faire partir d'un certain entrepôt pour Paris-Île-de-France, justement, et ensuite, limite sur le trajet, mais concrètement dans des points intermédiaires, eh bien, décider d'étiqueter avec l'adresse, par exemple, Henri Gillot.
Ouais. Et concrètement, voilà, il est certain qu'avec toutes ces datas, que ça fait vraiment peur. Après, je pense que faut imaginer que les groupes français ont aujourd'hui su bien profiter également des opportunités que pouvait leur apporter la data IA en général. Ouais. Alors, c'est vrai que pour certains groupes, principalement issus du secteur banque assurantiel, qui historiquement étaient déjà centrés sur leur data, eh bien, la transition a été plus facile. Mais là, actuellement, on s'aperçoit que les grands groupes industriels commencent à avoir une certaine maturité et également, eux, commencent à profiter de cette révolution et commencent à, on va dire, injecter, diffuser des connaissances, une culture data un peu partout. Et je pense que justement, ce qui permet au final de découvrir de super nouvelles opportunités de business autour du service, autour de la maintenance, beaucoup d'opportunités qui seront permises que grâce à l'usage des data pour ces groupes industriels. Ok. Donc tu penses que la France, elle se positionne bien par rapport à ce secteur en règle générale, pas forcément à concurriser, enfin à être concurrent des GAFA, mais est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que, enfin, Alors voilà, moi je trouve que la France déjà a un réel avantage, c'est qu'au final, on a un système éducatif, en tout cas sur le plan scientifique, de très 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 bonne qualité, ouais. Et que rapidement les grandes écoles ont su proposer des formations initiales pertinentes, et que déjà il y avait déjà un maillage il y avait déjà un maillage qui était installé depuis un certain temps entre les grands groupes industriels et le système éducatif français. Principalement les grandes écoles d'ingé, les grandes universités, enfin les universités de tout genre, et qu'au final, rapidement, les grands groupes ont pu recruter donc, des profils data qui leur ont permis de profiter des avancées technologiques, certes des GAFA, mais pour autant les GAFA qui n'ont pas accès à toutes les données auxquelles aurait accès un EDF ou un sur l'énergie ou un Engie sur voilà, un Engie ou un Total, etc. etc. Et donc au final, je pense que on s'aperçoit que les grands groupes industriels commencent à vraiment profiter de tout ça et ont permis de développer les bons business models en SaaS et de proposer des bonnes offres de services aujourd'hui, au bout du jour, et pour lesquels ils ont des réels avantages compétitifs de par leurs clients, de par leur carnet de clientèle, de par également toutes ces datas sur lesquelles ils ont su capitaliser au fil des années. Ok, ok. C'est top, c'est clair. J'ai quelques questions qui ne sont pas trop loin l'une de l'autre. Est-ce que tu penses que tout le monde est capable de monter en compétence par rapport à cet environnement? Est-ce que tu penses aussi que tout le monde doit être sensibilisé ou au moins savoir qu'est-ce qu'on fait avec sa propre data, enfin, à minima, pour l'utilisateur quotidien dans Facebook, dans Amazon, etc., savoir qu'est-ce qu'ils font avec notre data, d'une certaine façon avoir peut-être pas niveau universitaire, mais même niveau scolaire, une sensibilisation à ce qui est la data, parce que c'est le monde de demain, quoi, et niveau universitaire, bien évidemment, est-ce que tu penses que tout le monde peut monter en compétence, apprendre ce que vous apprenez, ce que vous proposez aujourd'hui chez Data Scientist, quoi? C'est une très très bonne question. Alors, est-ce que tout le monde est appelé à faire de la data son métier? Certainement pas. On va pas tous en faire notre métier. Maintenant, il y aura par contre beaucoup d'apprenants qui pourront en faire ensuite à minima un part-time job. C'est-à-dire qu'ils n'en font pas leur métier à temps plein, mais peut-être au lieu de travailler sur Excel, peut-être que je vais commencer à utiliser des outils open source. Que je vais commencer peut-être à modifier des codes qui auraient été produits par mon collègue beaucoup plus technique que moi, mon collègue data scientist, data analyst. Donc, à minima, tout le monde doit être déjà sensibilisé sur ce sujet-là, doit également essayer à minima de profiter des apports de data science, passer vers des outils open source qui sont maintenus par des communautés et qui permettent de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus, on va dire, excuse-moi du terme, mais sexy, de traiter leur data. Okay. Maintenant, après, en dehors de cela,
À partir de quand est-ce qu'il faudrait sensibiliser et à minima proposer une montée en compétences? Effectivement, je pense que commencer cela au lycée, c'est quelque chose de pertinent. Déjà, à minima, les sensibiliser sur non seulement les opportunités que comportent les data, mais également les Ouais. risques. Je pense que ce serait bien. Ça permettrait également de ça permettrait également d'éviter pas mal d'accidents. Et enfin, moi je pense qu'effectivement, la France, aujourd'hui, beaucoup de métiers sont connexes à la data science sans réellement le savoir. Peut-être que le contrôleur de gestion d'hier, ce sera un data analyst, peut-être que l'analyse risque, ce sera un data scientist, et ainsi de suite. Ok, ok. Du coup, je vais finir sur quelques questions qui sont plus orientées par rapport à toi. Enfin, c'est quoi le futur projet? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Est-ce que tu te projettes sur 10 ans dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as d'autres projets en cours je sais pas, des innovations reliées à la data, etc. Enfin, c'est quoi tes futurs projets? Alors déjà, à court moyen terme, chez Data Scientist, on est en train de lancer un studio, Ok. donc un studio de recherche qui permettra de démocratiser un maximum de papiers de recherche pour en faire profiter justement les data scientists. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout de même, les choses avancent très vite et la personne qui a été diplômée il y a 5-6 ans n'est plus forcément aussi attractive d'un point de vue techno Ça évolue vite, quoi. Et voilà, donc déjà proposer donc, tout un volet veille technologique sur lequel on est en train de travailler. Et donc, ça va permettre l'émergence de beaucoup de nouvelles formations. En dehors de cela, on est en train également de travailler sur d'autres formations qui sont liées aux révolutions industrielles, aux révolutions actuelles, pas à la révolution de la data, mais d'autres, notamment la cyber, sur lesquelles on est en train de travailler. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Et puis, en dehors de cela, sinon, d'un point de vue business, on commence à avoir de plus en plus de clients à l'international. Et donc, on a déjà maintenant une partie significative de users qui sont complètement anglophones. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, dans un futur, on va dire, proche, moyennement long, on va commencer justement à tenter d'affronter donc, les géants, principalement américains, qui effectivement, que l'on retrouve de plus en plus dans les différents appels. Si aujourd'hui tu as, enfin, je sais pas, un cousin adolescent qui te demande c'est quoi la data et est-ce que tu me conseilles de faire ça comme job? Déjà, comment tu l'expliques pour quelqu'un qui connaît les bases dans l'informatique ou disant bah, il ne sait pas coder à l'âge de 14-15 ans. Enfin, ça dépend des personnes, mais qui est utilisateur de Facebook, qui est utilisateur d'Instagram, de TikTok, peu importe. Mais comment tu expliques ça et comment tu expliques ton métier ou le métier de data scientist en règle générale pour lui dire est-ce que c'est pour toi ou pas? Alors, très bien. Alors, je pense que, alors déjà avant toute chose, déjà pour lui expliquer la data, je pense que je l'expliquerai plutôt au travers d'exemples qui lui parleraient. Par exemple, je lui dirais, bon, bah, tu sais pourquoi est-ce que tu vois telle pub lorsque tu accèdes à Facebook c'est parce que tu as visité tel autre site juste avant, et puis ensuite, mais tu avais également visité d'autres sites, mais pourquoi celui-ci? Parce qu'il y a eu un système lanceur, juste pour lui expliquer un peu tout ce qui se passe forcément derrière l'écran, et dont il n'a pas du tout, et dont il n'a pas forcément écho ou connaissance. Et puis ensuite, pour savoir si oui ou non la data, ce serait, on va dire, une opportunité et une bonne voie pour lui, Ouais. je lui demanderais déjà est-ce qu'il aime les maths. Parce que déjà, s'il n'aime pas les maths, eh bien, ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui, tout de même, pour pouvoir faire de la data déjà à bon niveau, il faut quand même un background théorique quand même assez significatif. Et bon, s'il n'aime pas les maths, peut-être qu'il aime l'informatique et effectivement, il pourrait travailler sur les problématiques de mise en prod. Donc, je pourrais lui parler du fonctionnement d'un PC ou comment ça fonctionne. Ouais, je vois. Et il est certain que, quelles que soient ensuite ses facultés ou ses facilités, on va dire en général en maths, je dirais qu'il faut tout de même aujourd'hui apprendre à coder, quel que soit à partir de l'âge majeur ou autre, tout de même essayer d'appréhender un langage informatique. Il y avait un article il n'y a pas longtemps sur Figaro qui disait que la prochaine génération, 80% d'entre eux sont appelés à coder dans le cadre de leur travail. Aujourd'hui, même les outils de clic, les outils d'analyse en mode clic, tels que Power BI de Microsoft ou Tableau Software de Salesforce ou autres,
bien, ont rajouté des extensions qui permettent de rajouter des briques de code. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, le code commence vraiment à devenir la mode. Et certes, il y a du no-code, des beaux outils no-code, mais finalement, l'un des réels intérêts de la data, c'est quand même un intérêt financier. C'est que finalement, on va arrêter de payer pour des... on veut justement commencer à coter sur les coûts logiciels et profiter justement des communautés, des apports des différentes communautés. Et donc, finalement, migrer d'un outil comme Excel pour migrer de passer d'Excel à un autre outil no-code payant, je ne sais pas si c'est forcément la volonté des entreprises. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises souhaitent proposer les outils au plus près de la veille techno et ils n'hésitent pas donc à basculer vers des outils complètement open source. C'est une bonne réponse, je trouve. En tout cas, pour les jeunes qui regardent ça et qui pensent à propos de leur futur. Tu m'as parlé tout à l'heure de tes conseils par rapport à l'entrepreneuriat et trouver un cofondateur avec lequel tu es à l'aise et que ça matche bien. Quels sont tes autres conseils pour les gens qui souhaitent entreprendre? Et déjà, est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde? Excuse-moi, tu disais à la fin? Est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde d'être entrepreneur? Alors honnêtement, moi je pense que c'est forcément fait pour. Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment foncer et il ne faut pas hésiter une seconde. Faut vraiment pas hésiter une seconde et tenter l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que finalement, déjà, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui pour pouvoir monter son entreprise et sans pour autant faire appel aux sous de proches ou de papa, maman ou autres. On est en capacité tous d'entreprendre avec des moyens assez faibles. Et voilà, pour la petite histoire, on a tous commencé, enfin Benjamin Charles et moi, on a commencé avec 500 euros. Et après, il faut être prêt à survivre pour un certain temps, le temps que l'entreprise puisse grossir. Après, en dehors de cela, je dirais que même pour une personne vraiment riscophobe, qui aurait vraiment peur de la prise de risque, il y a des associations qui existent pour cela, dans le sens où on peut s'associer avec d'autres personnes. Donc, si on a peur de se lancer dans l'aventure tout seul, eh bien, on peut trouver des associés qui permettent finalement de partager le risque, de partager les difficultés. Et donc, peu importe le profil, je pense qu'il est toujours pertinent aujourd'hui d'entreprendre. Certes, c'est sûr que passer un certain âge, ou bien lorsque des responsabilités, etc. lorsqu'on a des enfants à charge, lorsqu'on a des responsabilités, c'est un peu plus dur de tenter la grande aventure, mais pour autant, je pense que ça vaut la peine et particulièrement pour les jeunes, je pense qu'il ne faut pas hésiter, surtout en période de crise, où effectivement ils ont plus de difficultés à trouver le job de leur rêve, avec le salaire de leur rêve. Très souvent, ils doivent se contenter de quelque chose. Ne contentez-vous pas de ce job en question. Et justement, tenter l'aventure, d'autant plus que maintenant, même l'échec, il y a réellement un changement de mentalité. Aujourd'hui, même l'échec dans l'entrepreneuriat est bien perçu ensuite dans l'entreprise. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Donc aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, tenter l'aventure. Je vous assure que vous allez apprendre énormément. Et puis, au pire, vous pourrez toujours ensuite retrouver un emploi d'ailleurs. Très bien. Je te laisse le dernier mot avant qu'on finisse notre échange. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Enfin, c'est libre à toi. Alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est merci beaucoup, Henri. Avec grand plaisir. Effectivement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est, si je devais synthétiser, c'est l'entrepreneuriat foncé. La data, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de tenter de monter en compétence là-dessus. Pas forcément d'en faire son métier, mais je pense que ça vaut la peine. C'est aujourd'hui vraiment un incontournable. Et quel que soit le métier, quelle que soit la direction, quels que soient les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillerez, vous aurez besoin de connaissances en data. Alors ne perdez pas une seconde, parce que plus vous tarderez, plus ce seront des notions difficiles à appréhender, plus ce seront des notions qui ensuite vous paraîtront encore plus loin, qui auront encore plus progressé entre temps. Donc perdez pas le fil, perdez pas une seconde, tout de suite tentez de monter en compétence, parce que je pense que derrière vous pourrez vraiment profiter de toutes ces nouvelles connaissances. Voilà. Très bon message. Merci Yoël. Je ne vais pas prendre plus de ton temps, je sais que tu dois filer.